Gamberge. Salut mes stars, on va aller chez Mama Ace. Trop hâte de vous faire découvrir notre super DJ. Puis une nouvelle ITV avec ma star Asia, aka Mama Ace. Salam. Inch'Allah, je me loupe pas et je vous divertis. Est-ce que je peux te présenter? Bonjour tout le monde, je m'appelle du coup Asia, mon nom d'artiste c'est Mama Ace. Je suis en région parisienne en ce moment et je me rapproche de la trentaine, je dis pas mon âge, il faut... En plus, c'est mal poli de demander. C'est mal poli. Ouais, je suis mal élevée, désolée. Ah c'est pas grave, je rigole. Je suis actuellement DJ, ingénieur du son, je fais du rec et du mix et à côté de ça je fais de la curation d'artistes. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de la Asia plus jeune? Alors simplement moi je suis née dans le 93 à Saint-Denis. Je suis née en France et j'ai passé quand même pas mal de temps au Maroc parce que je suis marocaine, du coup Chelha, berbère de mes deux parents. Et en fait, voilà, on partait au bled pour l'été, mais c'était en plus que l'été. On essayait de prolonger un peu pour pouvoir aussi profiter. Et le type d'enfant que j'étais, franchement c'est marrant cette question. J'étais vraiment la fille chelou dans son coin. J'essayais mon but c'était toujours d'essayer de comprendre les gens, tu vois, mais en fait ils me comprenaient pas, du coup je faisais des blagues, du coup j'étais très drôle quand j'étais gamine. Donc j'étais la meuf bizarre et drôle, tout le temps un peu toute seule et tout, j'avais pas vraiment de potes en soi, mais c'était difficile quand j'étais plus jeune. En plus, on sait bien que les enfants sont pas gentils entre eux, donc évidemment j'ai vécu le harcèlement scolaire comme beaucoup de jeunes. D'ailleurs, petit point prévention, s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, vous n'êtes pas solo, s'il vous plaît parlez-en, Très très important. Mais du coup toute cette enfance un petit peu isolée et tout m'a permis d'avoir beaucoup de créativité. J'étais super active de ouf, je faisais beaucoup de sport et j'adorais la musique, mais j'étais trop dissipée pour aller en cours de musique. C'était tellement un rapport intime que j'avais avec la musique que j'arrivais pas à le concrétiser, le matérialiser dans ma tête d'enfant, tu vois. Et en fait, la musique, c'était le seul truc qui me permettait d'avoir un truc qui me couvre du monde. J'en écoutais tout le temps. À un moment donné, j'ai commencé à faire de la danse à l'âge de 8 ans. Ok. Et là, c'était vraiment l'extase parce que du coup, je comprenais que je pouvais exprimer des choses et tout avec mon corps à ce moment-là. J'en avais besoin parce que j'étais très en colère. Parce que ce que les gens savent pas forcément au côté du harcèlement scolaire, c'est que ça te crée une espèce de violence en toi que tu intériorises, que tu gardes. Et en fait, soit elle se retourne contre toi-même, soit tu arrives à l'extérioriser. C'est très dur de l'extérioriser et tout le monde n'a pas la chance de le faire. Il y a eu un moment où j'ai rencontré vraiment la littérature, c'était en seconde, et la philo, et là ça a été pour moi... Pour tous nos philosophes. Vous n'êtes pas tout seul, on est une secte les gars. Et je voulais faire des grandes études et tout, donc j'ai fait en sorte de rentrer dans une grande école. J'ai fait la Sorbonne, j'étais en licence de philo. Et ensuite la vie a fait que j'ai eu des événements qui sont passés dans ma vie et qui a fait que pendant l'année 2018, j'ai dû tout arrêter pour des problèmes de santé. Et du coup, ça a été un peu le moment charnière de ma vie. Là, tu te retrouves un peu en mode ok, en fait, mon corps il est bloqué, je peux plus rien faire. Et du coup, là, ça gamberge. Il y a eu de la peur, il y a eu de l'angoisse et tout, mais je me suis dit, vas-y, il faut que je rebondisse. Et du coup, j'ai essayé de changer de mental et je me suis dit, ok, vu que la vie elle est courte, autant faire quelque chose. Et je suis rentrée en école d'éducateur spécialisé pour me former et devenir éduc-spé après. Nous, notre but, c'est d'accompagner toutes les personnes qui sont en situation de difficulté dans leur vie. Moi, j'ai choisi de travailler en protection de l'enfance. J'ai travaillé avec des jeunes haraga, donc les personnes qui migrent de façon illégale en France et en Europe. Et aussi, j'ai travaillé dans l'autisme. Donc vraiment, j'ai donné quasiment 4 ans et demi de ma vie à ce métier-là. Ça a été exceptionnel, mais ça a été très aussi fatigant du coup. Et du coup, voilà, j'ai fait un burn-out classique comme tout le monde. Et je me suis arrêtée officiellement là en novembre pour me consacrer à 100% à la musique. Et la musique dans tout ça est venue s'incruster de façon assez drôle. C'était il y a 3 ans. J'étais en train de réviser pour mon mémoire, j'en ai eu marre, ça m'a cassé la tête. Je suis partie sur internet parce qu'une pote à moi m'avait fait toucher une platine. Je me métale dedans, j'achète un contrôleur. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi. Mektoub, hein. Mektoub. J'ai fait mon mémoire, j'ai fait mon oral de mémoire, ça s'est super bien passé. Le lendemain, j'ai reçu ma platine. Après, je me suis enfermée de juin à septembre, mais littéralement. J'ai pas passé d'été et j'ai fait que geeker. Et après, je me suis dit, vas-y, on va faire une date. J'ai appelé un pote à moi qui a le resto Asabia à Marseille, allez manger là-bas.
Gros cœur à Paul et à toute l'équipe. En fait, ça s'est lancé comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes propres soirées toute seule en mode je sais pas pour qui je me prenais. Vraiment, c'était très drôle. J'étais là en mode vas-y, je fais un set de 4 heures au bar. Et en fait, la carrière, elle a commencé comme ça. Et là, depuis novembre de cette année, du coup, full 100% musique. J'ai construit mon studio dans lequel on est actuellement. J'ai fait ça vraiment de mes mains et je voulais construire un lieu qui me ressemble mais qui va au-delà de moi et dans lequel le temps n'a plus trop d'importance. Je me suis dit ok, bah, en fait là j'ai peut-être trouvé mon âme sœur, tu vois, c'est la musique. Et depuis que j'ai commencé, je fais tout toute seule. J'ai des personnes exceptionnelles qui ont enfin rejoint moi-même, donc on est un peu une équipe là très récemment ce mois-ci, mais en fait, faire tout seul, c'est une habitude chez moi. Il y a un espèce de rapport particulier, tu sais, de l'enfant dans les familles d'immigrés aujourd'hui en France. Moi, j'ai été responsabilisée extrêmement vite. Et en fait, à un moment donné, tu l'utilises. Tu sais, c'est dur quand t'es jeune, mais après, tu passes un certain âge, tu travailles sur toi. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Ça a été dur plus jeune, mais aujourd'hui, c'est grave une force. Mais je pense que c'est important, tu vois, de conscientiser que genre en mode tu t'es comporté comme un adulte quand t'étais jeune pour ensuite réussir à faire un travail et genre en mode en faire une force quand t'es adulte. Mais c'est vrai que quand t'en as pas forcément conscience, c'est pas forcément... Enfin, ça laisse juste plus des séquelles qu'autre chose. Exactement. Parce qu'en vrai, t'as pas en fait... Tu sais pas c'est quoi genre être un enfant. Ah, non, genre c'est plus tard quand tu vas voir d'autres personnes qui vont te raconter leur enfant, tout ça et tout, tu vas te dire... Mais... Moi j'ai jamais eu ça, tu vois. Genre, c'est là, t'as passé le samedi à jouer, waouh, lourd. Genre ouais, tu sais, t'es dingue, t'es là, t'es en mode... Ah ouais, putain. Non. Mais c'est vrai que ça forge, tu vois. Après, faut pas faire non plus... Moi, je suis pas de cet avis. Pour moi, vous avez des enfants, vous les chouchoutez. Ouais. Ça. Vous avez enfant, t'es enfant, quand t'es grand, tu deviendras grand. En fait, je pense nos parents avaient tellement d'autres priorités aussi, tu vois, faut faire, faut vivre, faut faire des tals, faut manger, faut mettre en sécurité les enfants sur certains points que sur d'autres. Ils ont peut-être eu des lacunes, mais ces lacunes-là ont fait qu'on a dû se débrouiller. Je parle même pour toi, tu vois. Mais c'est très important de le travailler. Hein. Genre, à un moment donné, moi, je suis pas là avec un discours hyper positif. Genre, la vie, elle est dure de ouf. Vous avez le droit d'avoir des traumas, vous avez le droit de tomber en dépression. La santé mentale, c'est un sujet que je traite même dans mes sets. On n'est pas juste sur faire la fête. Au contraire, des fois, c'est limite pas la fête. C'est les gens, ils gambergent et ils extériorisent quelque chose. C'est une catharsis par moment. Moi, je travaille avec les émotions négatives. C'est limite si c'est pas mon diesel, genre. Moi, quand je suis triste, je fais des trucs de ouf. C'est pertinent de fou. Quand je suis triste, c'est un truc de ouf. Tu me vois ici, je suis enfermée des 12 heures. Il y a toujours ce truc de genre en mode la tristesse est un moteur. Ouais. Et genre, moi, là, pas longtemps, j'avais une séance avec ma psy. Je dis, mais il y a un truc, c'est que moi, j'ai une vision hyper positive du fait d'être malheureux et triste. Parce que c'est quand t'es pas bien, pour moi, que genre en mode tu survis, tu dois survivre à un truc et du coup forcément tu deviens plus fort. Et genre, tu dis mais pour moi le bonheur ça rend mou. On a eu une longue discussion et tout sur l'émotion de la joie. Elle me dit mais regarde, elle me dit quand t'es vraiment joyeux et tout, genre... Enfin tu vois ces moments où vraiment tu ressens de la fierté, de la joie, tout ça et tout. Elle me dit t'as vu toute l'excitation que t'as en toi. Elle me dit genre tu te sens capable de genre en mode faire tout mais n'importe quoi. Et je lui dis oui. Je lui dis c'est vrai, je lui dis mais en fait je pense que dans nos éducations, on a connu la joie, mais on a tellement plus connu genre en mode la galère, que genre on n'a pas tant développé ce côté quand t'es enfant, genre c'est la joie qui me motive. Tu sais moi je vois des fois des gens qui sont tellement insouciants, tu vois mais comment tu fais? En fait justement j'allais dire, je pense que c'est l'insouciance. En fait nous on n'a plus d'insouciance. En fait il y a des humains. Il y a les soucis frère, il y a que les soucis. Non mais ça c'est un truc de ouf, genre vraiment... Là, je pense, on va parler à tous les humains. Au-delà de vos origines, il y en a, ils ont des chemins de vie. Subhanallah. Ouais. Subhanallah. Ouais. Tu vois, t'as vu la joie, c'est vite fait une pincée de sel entre les 5 dernières années et encore. Et en fait, je pense que c'est hyper intéressant parce que ce que les gens appellent bonheur, moi je l'appelle l'insouciance. Ce moment-là où t'as les papillons dans le ventre, où t'es en mode ouais, euphorique et tout. Moi, il dure 5 secondes. Après, je me dis, attends, de spi, il y a d'autres trucs, faut régler d'autres trucs. Et si ça se passe mal, faut que tu te prépares à quand ça se passe mal. Genre en mode, ce truc de tout le temps, genre en mode être dans la projection du futur. Ouais. Mais en fait, c'est parce que tes parents, ils ont été comme ça. Tu les vois en fait être tout le temps soucieux. Et comme tu dis, en fait, c'est pas leur faute dans le sens où... C'est pas leur faute, mais c'est dans le sens, ils étaient tellement occupés avec des besoins les plus primaires, genre avoir un toit et avoir à manger pour toi, qu'en fait, l'émotionnel, il n'y a pas la place. Ça passait totalement à côté. Il n'y a pas la place. Mais même eux, quand on dit... Peut-être qu'ils avaient même pas les simples, dans le sens où ils ont même pas, leurs parents leur ont même pas donné
les bases ouais. de l'émotionnalité, tu vois. Genre, il y avait une phrase qui disait, là, il y a pas longtemps, j'ai lu ça, qui disait, mais c'est fou qu'il y ait des femmes maghrébines de 30 ans qui ont honte de dire à leur père, oui, papa, j'aimerais me marier, c'est encore tabou chez Ouais, elles. c'est vrai. Mais c'est encore genre, tabou, j'ai dit, ouais. mais en fait, c'est parce que, genre, jamais de ma vie, moi, je vais aller voir mon père dire, papa, j'aime un homme. Genre, parce que, Ouais. je sais pas, c'est des trucs, mais ça devrait être normalisé. Ouais, Genre, c'est vraiment. une hashma, c'est une C'est ça. pudeur. Sincèrement, la blessure générationnelle, c'est une dinguerie. Imaginez je sais pas moi, un boulet que vous avez à la cheville, vous le transportez, vous le donnez à vos gosses. En fait, c'est une malédiction générationnelle. Et je trouve que la communauté maghrébine, on en est littéralement l'exemple. Et c'est pas méchant, genre, hein, j'ai que de l'amour pour ma culture et ma mif et mes parents et tout. Hein. Mais en fait, on est tellement matrixé par le regard de l'autre, dans notre culture aussi, que par moments, en fait, on s'aliène complètement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on essaye à notre échelle, hein, je trouve beaucoup dans nos deux générations, de créer un mouvement, créer quelque chose de ça, en fait. Mais aussi par rapport aux sentiments créatifs, là, pour le coup, peut-être je vais parler comme une matrixée, mais moi, je connais zéro artiste qui est heureux, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc, même en philosophie, tu vois, il y a cet aspect... l'artisan est par définition torturé parce qu'il vient questionner ce qui l'entoure, l'environnement, ce qu'il est. Après, je suis pas forcément d'accord que, genre, en mode, l'artiste est forcément triste. En vrai, C'est vrai, c'est peut-être mes calculs qui sont mauvais. Mais je suis d'accord que l'émotion qui se transmet le plus par l'art, c'est les émotions négatives. Tu vois, C'est plus la il y a une douleur et la espèce de souffrance. catharsis de ouf. L'art, c'est la seule, j'ai l'impression, sphère que tout le monde a à l'intérieur de soi, mais qui n'ose pas forcément l'exprimer par peur de jugement d'autrui, par aussi conditionnement social. Et il y a aussi un truc où moi, j'essaye de démystifier ça. La starification, c'est un énorme problème. Genre en vrai, il faut se calmer. Genre en vrai, on n'a pas trouvé le remède au cancer. Moi, je le dis tous les jours. Un jour, ça va s'arrêter. L'art, c'est fait pour s'arrêter à un moment et être repris. C'est un cycle et si toi, tu pars du principe que tu es fondamental dans quelque chose, déjà, tu pars en perte, pour moi. Le fait qu'il y ait une starification, c'est bénéf pour le capitalisme, c'est bénéf... Je te jure, et tu m'ôtes les mots de la bouche. J'allais dire, faites une grosse différence entre l'art et le capitalisme, les gars. Genre, société du spectacle, voilà. Industrie, voilà. En fait, ça sert à rien de chercher d'être une star. Fais juste ce que tu as envie de faire. Et dans tous les cas, si tu le fais honnêtement, il y a des gens, ils vont relate. C'est obligatoire. Et même, en vrai, vous dire, moi, ma vision, c'est vraiment genre en mode de... Quand un truc c'est vraiment le bon truc, sache qu'en fait, même si personne ne te dit que c'est bien, même si personne ne riposte, même si personne ne cala, toi tu rentres, t'as le sourire. C'est ça. T'as fait le truc, t'as le sourire, t'es trop T'es content. Pendant que C'est tu le ça. fais, t'as le sourire. En fait, le truc, le processus du truc, c'est ça l'achèvement du truc. Voilà. Il y a ce truc de, pour que tu fasses un truc bien, il doit être approuvé par autrui. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste Exactement. pour que, genre, en gros, il y a tout un système qui tourne, les likes, les trucs, C'est ça. les lobbies, tout ça. Et aussi, c'est pour nous contrôler. En fait, il faut se rendre compte que les stars, comme on peut les appeler, déjà, ne sont pas libres. Si vous saviez l'envers du décor, ils ne sont pas libres et c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est que si le capitalisme rentre dans l'art, qu'est-ce qui reste à l'homme? Ça. Viens, on se pose 2 minutes. Qu'est-ce qui reste à l'homme de liberté? Vu que les États occidentaux, moi je reste bloquée sur l'Occident parce que ailleurs ça se passe autrement et il y a d'autres problématiques, mais on va se concentrer sur ce qu'on maîtrise et ce qu'on connaît et ce dans lequel on vit aussi, tu vois. On est dans un rapport tout le temps de force dans tout en fait. Et moi ça me fait super mal au cœur parce que quand je prends mes platines ou je prends ma clé et que je la branche et que je veux passer mon message et partager la musique avec les gens, je suis pas dans un rapport de rentabilité ni de starification. Je veux que ça matche et qu'on ressente des choses. En fait, je crée du lien. Quand t'es comme ça, on va essayer de te rentrer dans la tête qu'il faut capitaliser sur ça et faire du chiffre avec ça. Il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux faire du chiffre, mais le lien humain, c'est le dernier truc qui nous reste. Et en tout cas, humblement, j'essaye de créer une bulle spatio-temporelle dans laquelle la personne et moi, on est connectés, tu vois. La question de la responsabilité, elle est super importante pour moi. Quand tu es sur scène ou que tu as une audience, même si c'est 3 personnes qui t'écoutent, tu as une responsabilité. Il y a des artistes qui vont être sur une autre dynamique et qui vont vouloir être un personnage, et je l'entends totalement. On peut se créer un alter ego, etc. Moi, personnellement, il n'y a pas trop de diff entre l'artiste et moi-même, tu vois. Tahia Palestine, liberté pour tous les peuples opprimés.
Voilà, il faut le dire encore maintenant toujours. Sur le plan financier, vivre de l'art, c'est difficile. Vivre de la musique, encore pire. Parce que en fait, tu investis plus dans ton matériel que ça C'est rentre. bien que tu parles d'investissement. Il faut démystifier de ouf. Les gens dans la musique, on est quasiment tous en galère. Sauf si tu as des disques d'or et que là, ça sème et tombe tous les mois et que t'es bien. Mais la plupart des gens qui font de la musique investissent en fait. Vraiment, si j'ai un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer, quel que soit votre business, quel que soit surtout votre créativité ou ce que vous avez envie de faire, prenez le temps d'investir dans ça. Et détachez-vous un petit peu de cette idée de bandeur de la musique en mode ouais, on va gagner des millions. L'industrie de l'art en général, ça génère énormément d'argent. Mais c'est pas forcément C'est pas les pour vous. artistes. C'est que genre en mode il y a des gros lobbies, il y a des gros genre en mode des grosses entreprises qui gèrent ça. Et c'est très très rare, comme elle dit, que genre en mode à part pour quelques artistes qui ont réussi en indé tout ça et tout. Mais genre c'est très très rare. Vos meilleurs rappeurs là, ils taffent à côté. Hein. Voilà. Et c'est ok. Il y a plein de gens, s'ils ont pop, c'est parce qu'ils ont investi sur eux, parce qu'ils ont travaillé comme des malades pour pouvoir investir sur eux. Faut prendre le temps de visualiser le long terme. Ça ne marchera jamais au moyen ou court terme. Jamais. Il faut toujours être en mode ah ok, qu'est-ce que je veux faire dans 3 piges? Parce que en gros, le temps que toi déjà tu te connaisses dans ton art, que ton énergie créative elle ressorte et tout, déjà il te faut 3-4 piges. Ça sert à rien de se dépêcher. En arabe encore, au marocain, d'Alija, on dit l'izalib it'attal. Ça veut dire celui qui se dépêche, il est en retard. Le processus, c'est le truc le plus important. Si déjà tu kiffes pas pendant ton processus, commence à te poser des questions. Parce que genre en mode, le bon mindset pour réussir, c'est de se dire, en fait, tous les, entre guillemets, sacrifices, ça en est pas. C'est dur, hein, c'est pas en mais c'est genre en mode de, vas-y, comme tu dis, t'as une idée de son, t'as dû genre en mode mettre, je sais pas, 100 heures pour le sortir, alors que tu pensais le faire en 5 heures, et genre au bout des 100 heures, t'as eu 2 likes, alors que t'aurais espéré que tu pètes direct. Ben, normalement, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la fin du monde, au contraire, c'est ça être genre en mode quelqu'un qui crée, tu vois, genre. Exactement. Pourquoi t'as choisi la musique et pas une autre forme d'art? Ah, c'est le truc que je comprends le mieux en fait. C'est parce qu'en fait, même mes lacunes, je les ai dépassées dans la musique. Ok. Dès que tu me parles de chiffres et tout, ça me perd. Et la musique, c'est que ça. Hein. Là, je vous Ouais, parle c'est des ça. dessous du travail, que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément le process. Mais là, on est sur les notes, le BPM, la forme de la musique, l'ADN de la musique. On est sur vraiment quelque chose de très, très, très concret. Et aussi très invisible complètement. Du côté DJ, j'aime trop diguer, tout simplement. C'est pour ça que je suis DJ aussi. Et c'est pas le côté le plus... qui me prend le plus d'espace mental dans ma tête, tu vois. Ok. Le DJing, je le vois vraiment comme le moment où je peux lâcher. En fait. Ouais. Et par exemple, l'autre côté aussi qui me rassure beaucoup, c'est le côté ingénierie du son. Je me sens à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est simple. J'ai mon PC, j'ai mes machines et j'ai un humain à côté de moi. Et à ce moment-là, moi, je suis à son service. En fait, la réaction des artistes, c'était souvent « Voilà, j'ai lâché tout ce que j'avais dans mon cœur. Je suis apaisée. » Et là, je suis en mode « Ok, c'est bon. » J'ai mélangé mon taf d'éducateur, je l'ai mis dans la musique. Tu vois, le côté philo, je l'ai mis dans la musique aussi. Et vraiment, le métier d'ingénieur du son, c'est ce qui condense le plus. Et c'est vrai que c'est cette partie de ma carrière que j'ai, Inch'Allah, l'espoir de faire grandir. Moi, c'est un jour, je vais me retirer, tu vois. Parce que moi, je suis pas à l'aise avec la starification. Et que moi, mon but, c'est vraiment de créer du lien. Donc, quand on va dépasser ce stade-là où je pourrai plus créer du lien et ça va devenir une machine, je pense que je vais me tailler. Et aussi sur le point de vue spirituel, et c'est grave discutable. J'ai eu ce débat de ouf avec des potes musulmans qui sont dans la musique. Oui, la musique, c'est haram. Et ça, c'est un énorme débat. Comment tu gères ce dilemme interne de tu fais quelque chose qui est pas bon. Mais en fait, moi, il y a un truc que je trouve magnifique dans l'islam, c'est la force de l'intention. Comment et pourquoi tu fais les choses. Si tu le fais dans un but bienveillant, je pense pas que ça fasse du mal aux gens. C'est qu'à un moment donné, je vais step back et je vais me dire ok, je vais juste être ingé son et curateur et je vais être devant mon PC et si tu veux me voir, on marche pas. Par ta vision, comment tu penses que chacun peut rendre ce monde meilleur? La plupart des gens ont peur de s'engager parce qu'ils ont peur des répercussions. En fait, pour moi, c'est pas possible en 2024 déjà de pas être engagé. Ça, je peux pas comprendre. Je suis pro-Palestine, mais un peu hardcore. Les gens qui sont dans les bateaux, là, qui meurent en Méditerranée quand tout le monde est en train de se dorer la pilule, il y a des enfants dedans, il y a des femmes, il y a des familles, il y a des grands garçons, il y a des enfants. La moindre des choses, ça, c'est que j'en parle 5 minutes. C'est juste, si même
ça t'a titillé l'oreille et que tu te dises putain, après je vais aller me poser, regarder un documentaire ou un truc parce que j'ai écouté ça ou qu'elle a fait ça, là je me dis voilà, c'est juste ça mon taf. Une personne chez elle qui écoute un de mes mix et qui se dit putain, c'est vrai, ouais, j'avais pas pensé à ça. Comment as-tu guéri de ton plus gros trauma? Oh, la dinguerie. Je suis tombée malade moi, jeune, en 2018. Ma santé a vraiment pris un gros coup et là j'ai eu peur pour ma vie, sérieusement. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, si demain c'est fini, comment je me sentirai en fait? Et la première phrase, je m'en souviendrai toute ma vie, que je me suis dit, je veux pas avoir de regrets. Et là, j'ai commencé à gamberger, je me suis dit, c'est quoi mon plus gros regret? Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas. Et là, je me suis posée, je me suis dit, mais c'est bizarre de pas avoir de regrets. En fait, j'ai toute ma vie travaillé avec mon trauma et je le voyais comme un espèce de démon qui était sur mon épaule gauche et que genre je devais essayer de comprendre. J'ai jamais eu de colère envers ma peine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai ressenti de l'injustice, mais quand la mort elle était proche de moi, je me suis dit, en fait, la seule chose qui va m'aider là, c'est d'être résiliente. Donc je pardonne tout le monde. Et je vous jure, hein, j'ai pris mon téléphone et c'est ce geste-là qui a fait que j'ai guéri de mon trauma. Et j'ai dit aux personnes concernées qui sont liées à mes traumas, je te pardonne. Et moi, je te demande de me pardonner si je t'ai fait du mal. Et la religion m'a beaucoup aidée à ça. Je fais quand même dans ma peine, en fait. Je suis toujours en train de faire. C'est un défaut. Il faut apprendre aussi à relâcher. Je dis pas que j'en suis encore arrivée là, mais je pense que la guérison aussi, c'est un long processus. Sans ça, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et aussi, sur le plan religieux, Allah ne donne jamais une charge trop lourde à une âme. Ça veut dire que tout ce que tu vis, tu es capable d'en tirer des choses. Et moi, alhamdoulilah, ça m'a apporté énormément ma peine. La maladie, c'est quelque chose... par exemple, on aurait fait cette interview il y a 2 ans, je t'en aurais même pas parlé, tu vois. Parce que j'étais encore dans la pudeur et dans la honte. Là, je n'en ai plus du tout honte. Et en fait, sincèrement, pour être venue de très 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 loin, aujourd'hui, me retrouver sur scène, sur mes 2 jambes, à faire de la musique, les gars, c'est... Ouais. Vraiment par expérience, je vous le dis, j'ai tout essayé. Hein. Thérapie, mais vraiment, psychiatre, psychanalyste, j'ai tout testé. Les chamans, les trucs, j'ai tout testé, les frères. Quand je vous dis, la seule chose qui va vous aider, c'est la concentration, conscientiser, lâcher prise et pleurer un bon coup. En fait, la positivité toxique, c'est ça qui tue les gens. Il faut arrêter d'être pressé d'aller mieux. Il faut déjà prendre le temps de parler avec vous-même. En fait, avant de vouloir réparer, comprenez que c'est cassé. Surtout, il y a un truc, je me mens jamais à moi-même. C'est quand je sens que là, mes émotions, elles sont comme ça. Ah, retour du trauma. Ok, je me renferme, je réfléchis, je conscientise. Le plus important pour contrôler sa santé mentale, c'est déjà de la connaître bien comme il faut. Connaissez-vous, allez creuser. Connais-toi toi-même. Voilà, connais-toi toi-même. Ça fait mal, mais allez creuser. Inch'Allah al-khair. C'est quoi le but de ta vie en une phrase? Moi, mon but, c'est l'ascétisme. C'est de vivre dans une putain de... Ça, c'est un truc pour les philosophes, les Ouais. gars. Vous savez pas comme c'est une dinguerie ce qu'elle fait. C'est prendre ton sac, faire des pèlerinages toute l'année. Tu vois, moi, c'est ça ça. mon but, tu vois. Mon but premier dans la vie, c'est que là, je kiffe cette dunya, c'est cool. La date, quand elle sera là, enfant, pas enfant, mari, pas mari. Ah, c'est cheesy. Salam alaikum, je vais dans mon village et c'est pris. Est-ce que ta famille, elle t'a soutenu par rapport à ta carrière? Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Moi, mes parents, ils me voient un peu comme... Ils sont fiers. Ils ont de la pudeur à le dire, mais ils sont fiers. En fait, ce qu'ils me disent, ils me disent, t'as tellement riche, t'as tellement cité des trucs durs, qu'ils sont en mode, si t'es heureuse, c'est tout ce qui compte. Tu te réveilles et que tu fasses ce qui te plaît, tu vois. Genre, dans les cultures maghrébines, être De ouf. artiste. De Nous, ouf. chez nous, c'est simple, c'est avocat, médecin, ingénieur. Il y a pas, en fait. C'est vrai. Mais après, j'ai sécurisé mes études. Hein. Croyez pas. J'ai fait de la musique quand j'étais diplômée. Mes parents, moi, je les ai intégrés dans le truc, même s'ils sont âgés, parce que ça me tenait hyper à cœur de leur créer des souvenirs à eux aussi, tu vois. Et de se dire, ouais, bah en fait, ma fille, elle fait un truc, voilà, je comprends pas c'est quoi, mais je les ai embarqués dans le truc. Donc, ils sont venus me voir jouer dans un bar à Marseille, t'imagines. Mon père, le hajj x4. C'est pour ça, croyez toujours en la possibilité de faire le carrefour entre vous et je suis. Mon père, je le voyais, il était comme ça. Ma mère, elle était. Et là, genre, je vais voir mes darons. Je leur dis, bon, voilà ce que je vais faire. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit,
On t'a jamais vu aussi concentré. Et quand tes parents ils te voient heureux, faut Mais pas en oublier fait, que ils s'en en foutent. dehors de tout schéma, tes parents ils veulent voir, c'est des parents. Voilà. Ils veulent juste voir leur Ouais, enfant heureux. Donc en heureux. fait, si tu leur montres que t'es heureux et que tu fais C'est ça. bien et que c'est pas mauvais pour toi ce que tu fais, De ouf. croyez-moi, il y a plein de choses que tu débloques leur vision. Et aussi, il y a un truc, il y a beaucoup chez les parents maghrébins quand même, c'est le travail. Tu vois, mon père m'envoie des WhatsApp tous les matins, 7h je suis debout, hein. Musique pas musique, tu vois. Et ça le rassure. Donc quand je lui dis, ah je vais travailler, il me dit, tu vas faire la scène. D'accord, ok, bah bon travail, tu vois. Et c'est important aussi d'utiliser le même langage qu'eux. T'as vu, si tu viens avec tes grands sabots d'artiste, ouais je fais ça, il faut caler le discours. Il y a un truc aussi qui est universel, la réussite c'est universel. Ouais, de ouf, de ouf. L'amour ça représente quoi pour toi et comment améliorer l'échange entre les hommes et les femmes? Déjà, les gens, ils savent plus relationner. On sait plus relationner. On sait plus. Moi, je fais partie de la catégorie de gens très introvertis. Donc déjà, pour moi, l'amour, c'est assez complexe parce que ça veut pas juste dire avoir des sentiments pour quelqu'un. Ça veut dire changer ton quotidien pour faire rentrer quelqu'un. Ça, ma gueule, je l'ai toujours pas réglé et je saurais pas encore répondre à cette question parce que je me questionne un peu dessus encore. Moi, j'ai expérimenté l'amour très peu dans ma vie par aussi souci religieux, tu vois. Je suis déjà tombée amoureuse, comme tout être humain, tu vois. Mais j'étais jeune. Je pense qu'il y a 5 ans, je t'aurais donné une autre définition de ce que c'est l'amour. Là, pour moi, à 27 piges, pour moi, l'amour, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu peux t'ennuyer. Ouais, c'est beau, c'est Tu beau, vois. ouais, non, mais Si tu t'ennuies avec la personne, que vas-y, t'as pas besoin de parler avec elle. En fait, ça, c'est genre une cohabitation silencieuse. je suis d'accord, l'amour c'est pas que la passion. Pour moi, limite, je te dirais, Ouais. c'est pas de l'amour. Et c'est le côté immature de l'amour. Faut- rappelez-vous vraiment que ce qui est passionnel ça se consume, Oula, ça se crame autant que ça ça se avance. consume très très vite. Et Ouais. alors que quand t'acceptes de t'ennuyer, Ouais. t'acceptes genre en mode le côté platonique, C'est tout ça. court, genre, bah, c'est là où t'as plus de chances que ça dure dans le temps. Quelle place a Dieu dans ta vie? Bon, bah central, hein. Ça va être vite répondu. Central, genre, moi ça a eu beaucoup de pudeur que je parle de la religion. Dites-vous, j'ai plus de mal à parler de ma foi que tout ce que je vous ai raconté avant. Parce que c'est le plus sacré. Voilà. Ta valeur numéro 1. Prime, one truc. One truc. Ouais, ça, le premier mot qui m'est sorti de la tête, c'est honnêteté. Hein. Honnêteté. Ouais. Ouais. Ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure, vous mentez même pas à vous-même. Ouais. Ouais, honnêteté. Gros, je peux pas me mentir à moi-même parce que quand je me regarde, je fais de la merde, je me dis, tu fais de la merde. Et attention, quand je dis honnêteté, c'est oui, c'est moi avec les autres, mais c'est aussi que j'accepte ce que les autres disent de moi. C'est vrai, c'est j'ai jamais essayé de t'en perdre. Ah, gars, l'honnêteté, c'est pas juste un mouvement de toi vers l'autre, hein, c'est accepter. Moi, j'accepte toute vérité, toute pensée et tout avis sur moi. Que penses-tu de la glamourisation par la diaspora de leur culture d'origine? Peut-on parler de fétichisme ou seulement de mise en avant d'un patrimoine? Tu veux que j'aille en prison? Non, plus sérieusement, c'est une catastrophe. En fait, à un moment donné, vous voulez donner du pain aux blancs pour nous faire battre ou c'est comment? Genre ça, moi, c'est le seul truc que j'ai à dire. C'est notre responsabilité de casser la blessure générationnelle et elle passe par casser le colonialisme. Si tu pètes pas le colonialisme et que tu es littéralement la représentation féminine de la femme maghrébine parce que c'est trop stylé, bah en fait, tu changes rien, tu leur donnes raison. Parce que, en fait, la glamourisation de la femme arabe, elle vient avec un truc atroce et que beaucoup de gens oublient. C'est le colonialisme et c'est la violence avec laquelle les Blancs sont venus au Maghreb et ont torturé des femmes. Enfin, genre, la femme arabe et africaine n'est même pas une femme pour la plupart des hommes, genre blancs. Et pas que blancs, attention, je parle européen. Hein. Parce qu'il y a même des shabna, shabna de nos origines qui tombent dans le panneau et qui aussi nous voient comme ça. Il faut comprendre que ça c'est du soft colonialisme. Ouais, en fait, De vous faire croire comme quoi genre vous devez abandonner genre en mode qui vous êtes pour être un certain truc, ben c'est ça le problème. Que tu sois un certain truc parce que tu es un certain truc. Parce que c'est tu le ok. veux, en fait il n'y a aucun problème. Moi, encore une fois, et on est toutes les deux d'accord sur ça, moi je suis pour la liberté de la femme à 100%. C'est-à-dire que tu veux t'habiller comme tu veux, tu veux être C'est sexy. ça la vraie liberté. En fait, c'est ça la vraie liberté, c'est prendre ta décision pour toi-même et sortir comme ça parce que ça te fait du bien. Mais si tu le fais en conscience parce que on attend ça de toi, là, il y a un problème dans la matrice. Et donc, c'est pour ça que, à travers ce qu'on se dit là, c'est un message aussi pour les femmes arabes et africaines de vous libérer du regard des blancs, de vous libérer du regard des hommes en général,
Parce que ça, c'est. Mais les dingue. femmes, en fait, vous savez quoi, les femmes Et tout ce- court. ouais. Les femmes tout court, pour moi, genre, je soutiens autant une fille qui veut sortir toute nue dehors parce qu'elle le Pareil, veut vraiment, Pareil. que je soutiens une femme qui a envie de mettre Le genre un niqab, voile pareil, intégral la même parce qu'elle chose. le veut vraiment. La même C'est chose. juste, genre, faites les choses parce qu'on est, vous êtes libre de le faire et pas parce que pour le regard d'autrui ou pour genre en mode de un truc par rapport à autrui. Vas-y, le mot Ah, de y a la vous, fin, Lélia. c'est pour toi. Je vais parler aux femmes. Je vous en supplie, mesdames, ne lâchez jamais l'affaire dans n'importe quelle situation, de n'importe quel projet, de n'importe quelle envie. On ne doit plus vivre à travers le regard d'autrui, ni des hommes. Ne vous limitez pas. Si en tant que femme arabe musulmane, on en est là, on arrive à faire des choses, on se libère de toute idée. Il faut pouvoir sortir de ça et il faut pouvoir avoir assez confiance en vous. Et voilà, sur ça, moi je vous souhaite surtout que Dieu vous protège. Et voilà, merci d'avoir écouté. Merci. Voilà. Des gros bisous la team et bah, c'est tout. Merci.